Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, a reçu au palais présidentiel à Berlin par son homologue allemand. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, participe à Hambourg à un panel sur le thème « Mettre l'Afrique sur la voie de la prospérité » en partenariat avec l'IDA. Le Premier ministre reçoit le rapport de l'Observatoire national d'observation des élections. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. À la une de cette édition, la rencontre que le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a eu ce mardi à Berlin avec son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier. Une unité de l'armée a rendu les honneurs au président de la République à son arrivée à l'aéroport de Berlin en provenance d'Hambourg, suivi de l'hymne national. Les deux présidents ont passé en revue les domaines de coopération bilatérale et les moyens d'exploiter les opportunités d'investissement existants entre les deux pays, ainsi que d'autres questions d'intérêt commun. Le président de la République s'est félicité du rôle joué par l'Allemagne dans la reconnaissance de la Charte de l'avenir et son apport dans les transformations profondes du monde, appréciant l'appui généreux de l'Allemagne à la Mauritanie dans divers domaines de coopération. De son côté, le président allemand a félicité le président de la République pour le succès et le progrès de l'expérience démocratique en Mauritanie avant de réitérer l'engagement de son pays à poursuivre la coopération avec la Mauritanie et l'appui de sa politique. Il a en outre salué le rôle central de la Mauritanie dans la préservation de la sécurité et de la stabilité dans la région, félicitant le président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à la frange des jeunes. À l'issue de la rencontre, le président de la République a invité son homologue allemand à une visite officielle de la Mauritanie, invitation qui a été acceptée et dont la date sera fixée par voie diplomatique. À Hambourg, le chef de l'État, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, a participé dans le cadre de la conférence de Hambourg sur le développement durable, un panel sur le thème « Mettre l'Afrique sur la voie de la prospérité » en partenariat avec l'IDA. Dans son intervention, le président de la République a souligné d'abord que les besoins en financement de l'Afrique pour atteindre les ODD ou mettre en œuvre l'agenda 2063 de l'Union africaine sont immenses. Bokar Bailaba nous fait l'économie de son intervention. Au cours de ce panel organisé dans le cadre de la conférence de Hambourg sur le développement durable 2024, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a répondu à deux questions. La première question posée par l'auditoire portait sur son appréciation du soutien ambitieux de l'IDA 21 pour transformer le paysage du développement en Afrique. Merci beaucoup. Tout d'abord, pour cadrer votre question, oui. Je pense qu'il est utile de rappeler qu'en Afrique, les besoins en financement pour l'atteinte des objectifs de l'agenda africain 2063 sont énormes. Et pour l'atteinte des ODD sont encore plus immenses. Pour les premiers, les besoins de l'Afrique sont de l'ordre de 194 milliards. Et pour le second, c'est à peu près 470 milliards. C'est quand même énorme. Vous avez parlé un peu de Nairobi. Oui, c'est vrai, nous nous sommes rencontrés à Nairobi.
c'était une très bonne rencontre pour le lancement justement de la reconstitution des fonds de l'IDA. Mais je rappelle aussi qu'en 2021, nous avons eu une certaine expérience en la reconstitution des fonds de l'IDA. C'était, je crois, c'était à Abidjan que nous nous étions rencontrés, des collègues chefs d'État africains dont j'en faisais partie, avec la Banque mondiale, avec des donateurs qui étaient d'ailleurs très généreux. On les avait exhortés à soutenir une reconstitution ambitieuse des fonds de l'IDA. Et ici, c'est l'occasion de nous en féliciter parce que ce qui s'attendait à peu près à 190 milliards de dollars pour cette reconstitution de l'IDA 20. Et au bout du compte, je crois qu'on avait dépassé un peu. Et on était à 193 milliards. Et là, nous espérons que cette rencontre qui va encore se refaire à la même place, c'est-à-dire à Abidjan, après-demain, que l'on soit au bon rendez-vous avec une bonne reconstitution. D'ailleurs, on la souhaite meilleure encore à la dernière. La seconde question a été posée par un parlementaire allemand. Elle est relative à la nature de l'intervention de l'IDA pour aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique et à la perte de biodiversité. Certes, ce programme IDA est extrêmement important parce que 70%, pour nous, Africains, 70% des fonds IDA vont à l'Afrique. Et là, ce n'est pas négligeable. Et non, les 70% quand même, je parle essentiellement de la période Covid. La période Covid, l'IDA a grandement contribué pour l'Afrique à faire face à cette situation. Certes, la pandémie a disparu, c'est vrai, mais elle a été remplacée par une situation très catastrophique au niveau du changement climatique. Donc là, il y a un effort à faire. Donc, IDA joue un très grand rôle, ou pratiquement un rôle unique, dans le financement du développement en Afrique, où elle intervient au niveau de 39 pays africains. Et au fil des ans, 1,5 milliard de pauvres ont bénéficié des financements de l'IDA, dont un nombre important de nos concitoyens africains. l'IDA a été de toujours la pierre angulaire du soutien aux pays à faible revenu, en particulier en Afrique. Je ne peux donc que plaider pour une reconstitution d'ailleurs, je la souhaite très ambitieuse, comme je l'ai dit, même si la dernière reconstitution était historique, mais je répète encore pour dire qu'on l'espère beaucoup plus meilleur que la dernière. Le président de la République a aussi évoqué les effets néfastes du changement climatique, notamment sur la Mauritanie. Mon pays, comme vous le savez, subit durablement les effets du changement climatique. D'une part, nous sommes un pays côtier. L'augmentation des températures des océans constitue une menace pour notre littoral. D'autre part, les sécheresses successives que nous avons subies se sont traduites par d'importants mouvements de population constituant un exode rural très désorganisé en direction des villes. Ça a induit une urbanisation pratiquement anarchique et accélérée et a constitué un véritable défi pour nous. Il a aussi mis en exergue les financements IDA en Mauritanie qui ont donné des résultats probants. Pour répondre à votre question en ce qui concerne des projets concrets financés par IDA au niveau de la Mauritanie, dans ce cadre-là, l'IDA intervient sur l'atténuation des effets des changements climatiques sur le continent de façon générale et en Mauritanie
Et ça a des conséquences sur la stabilité, sur la sécurité des pays, sur le changement des... Ces financements nous ont permis de mettre, en Mauritanie bien sûr, de mettre en place plusieurs programmes pour faire face à ces défis. Je peux citer ici les projets visant à l'appui de protection de la biodiversité côtière et marine, le développement de techniques d'agriculture, d'irrigation, et l'autonomisation de communautés par le développement des activités assurant la subsistance. En outre, les projets IDA ont contribué à soutenir la transition de la Mauritanie vers les énergies renouvelables. Nous avons effectivement, comme l'a dit tout à l'heure mon ami Ajibanga, fait des efforts considérables dans le cadre de l'accès de nos populations à l'électricité, IDA, et pour beaucoup de choses dans la réussite de ces efforts-là. D'autres projets IDA ont également contribué à soutenir la transition, ça je l'ai dit. Par exemple, nous avons un projet qui s'appelle le projet Banda, c'est du gaz. Pour la conversion de ces gaz-là en électricité, c'est un projet qui est en train de voir le jour. Et certainement, il va considérablement augmenter notre capacité de produire de l'énergie propre. Par ailleurs, le président de la République, président de l'Union africaine, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a déclaré que les pays africains font face à un vrai dilemme. Soit financer l'adaptation aux effets du changement climatique, soit continuer à lutter contre la pauvreté. Et il a plaidé au nom de l'Afrique pour une augmentation substantielle de l'aide au développement, notamment celle des fonds IDA dont l'Afrique est le principal bénéficiaire. Il a rappelé que le continent fait face à une véritable crise de la dette qui a triplé entre 2009 et 2022, passant de 220 à 655 milliards de dollars. Et il a indiqué que pour limiter les risques de surendettement des États et réduire les coûts de financement, les pays africains ont un grand besoin des ressources constitutionnelles de l'IDA. Le président de la République et président de l'Union africaine a mis à profit son séjour à Hambourg pour discuter avec une délégation d'investisseurs allemands des perspectives économiques de notre pays et les opportunités d'investissement qu'il offre dans différents domaines. Et c'est dans le sillage de la visite du président de la République à Hambourg que M. Sid Ahmed Loubou, ministre de l'économie et des finances, a eu une entrevue avec la ministre allemande de la coopération économique et du développement, Mme Svenja Schulz. L'entretien a porté sur les excellentes relations économiques et le partenariat entre la Mauritanie et la République fédérale d'Allemagne, ainsi que sur le portefeuille des projets de coopération dans les domaines de la pêche et de la formation professionnelle. Au cours de la rencontre, la ministre allemande a affirmé la volonté de l'Allemagne d'accompagner notre pays dans ses efforts de développement, notamment en soutenant le groupe consultatif pour la table ronde qui sera organisée par la Mauritanie au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Table ronde qui vise à mobiliser des fonds pour soutenir les efforts de développement déployés par le gouvernement mauritanien. L'actualité ici à Nouakchott marquée par l'audience que le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a accordée ce jour à la présidente et les membres du Conseil de l'Observatoire national pour l'observation des élections. Au cours de la réunion, le Premier ministre a reçu un rapport détaillé remis par la présidente de l'Observatoire national d'observation des élections, Mme Diaba, comprenant un résumé du travail des équipes de l'Observatoire en matière de suivi et d'observation des élections présidentielles organisées le 29 juin 2024. À l'issue de la réunion, la présidente de l'Observatoire a fait cette déclaration. Reçu par le Premier ministre, à qui nous avons transmis le rapport de l'Observatoire après les élections du 29 juin, les élections présidentielles. Dans ce rapport, nous avons fait la situation de tout le processus électoral et surtout
de l'observation du jour du scrutin. Et à la base de ce rapport, il y a des recommandations qui sont adressées au gouvernement, des recommandations adressées à la CENI qui organise les élections, des recommandations adressées aussi à nos partenaires et aux partis politiques et à la société civile de notre pays. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bombo Maguette, a reçu ce jour dans son bureau une délégation espagnole de l'université Juan Carlos Ier à Madrid, conduite par M. Castor Diaz Barrado. L'entrevue a porté sur la coopération entre l'Assemblée nationale et l'université Rey Juan Carlos Ier de Madrid, particulièrement dans le domaine de la culture et du renforcement du droit international, la lutte contre les impacts négatifs de l'immigration illégale, en plus des relations entre les deux pays. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi, des Sports et de la Fonction publique s'est informé aujourd'hui sur la formation dispensée aux bénéficiaires du projet d'employabilité des jeunes. C'était à l'occasion d'une visite de terrain qu'il a conduit dans les sièges de certaines ONG chargées de la formation des jeunes bénéficiaires du projet. Mohamed Abdullahi Oulouli a rappelé que le projet d'employabilité des jeunes vulnérables vise à promouvoir les opportunités d'emploi pour 60 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans issus du cycle secondaire. C'est un récit de Moussa Ndiaye. Au programme de la visite de M. Mohamed Abdullahi Oulouli, ministre de l'autonomisation de la jeunesse, de l'emploi, des sports et du service civique au projet d'employabilité des jeunes, ici des branches de la société les plus démunies, plusieurs étapes. L'objectif est de s'informer sur les différentes composantes de ces projets, ces programmes d'activité, ces filières, ces résultats et les dispositions à prendre pour que toutes les organisations en contact avec ces projets puissent répondre aux actions du département de la jeunesse. Dans sa déclaration face à la presse, M. Mohamed Abdullahi Oulouli, ministre de l'autonomisation de la jeunesse, d'emploi, de sport et du service civique, a dit que cette visite lui a permis de passer en revue la formation que dispensent les encadreurs aux bénéficiaires du projet d'employabilité des jeunes. Il a ajouté que cette visite fait partie du suivi du projet d'employabilité des jeunes. Ce projet, a ajouté M. le ministre, vise à renforcer les opportunités d'emploi pour 60 000 jeunes âgés de 15 à 24 ans qui ont le niveau de la fin secondaire sans obtenir le baccalauréat. Les organisations de solidarité et de développement durable, la Mauritanienne 2000, le Rassemblement des organisations de Nouakchott-Sud, des femmes, Solidarité foncière et l'organisation Sharaf pour l'environnement et le développement durable sont des ONG qui contribuent à la formation et la réussite des programmes des jeunes. Les imams des mosquées de la capitale ont entamé ce mardi une formation de 2 jours centrée sur un certain nombre de sujets, tels que la mission de la mosquée et ses réglementations, le rôle des imams dans la sauvegarde de l'unité nationale, la sécurité et la lutte contre la gabégie. Ce séminaire, le premier organisé au profit des imams de Nouakchott, s'inscrit dans le cadre du programme de formation continue mis en œuvre par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Ici de Yed Alifal. Ces imams ont tous répondu présents à cette formation organisée par le département des Affaires islamiques et de l'enseignement originel à leur profit et qui rentre dans le cadre de la politique du ministère pour une mise à niveau des imams mauritaniens. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré à cette occasion que cette formation, la première du genre, est le début de la formation continue des imams pour le renforcement de leurs capacités dans le domaine du prêche et de l'échange d'expériences. Il a souligné que 100 imams venus des 9 Muqata'a de Nouakchott participent à cette première rencontre. D'autres imams des Muqata'a de Nouakchott et de l'intérieur du pays participeront, a dit le ministre, à d'autres formations. Le maire de Tavraghzene a de son côté souligné l'importance de telles rencontres. Il a déclaré à cette occasion que ces formations rentrent dans le cadre du programme du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al Ghazouani.
Le secrétaire général des oulémas mauritaniens a également souligné l'importance de cette formation qui améliore les capacités des imams. Le président de l'Association nationale des imams de Mauritanie a de son côté loué cette initiative et remercié les autorités publiques pour le soutien continu aux imams, tout en rappelant les réalisations accomplies dans le domaine des constructions des mosquées et de l'assurance médicale. Le message de l'imam dans son prêche était le premier sujet débattu par les participants au cours de cette première journée. Vers un renforcement des capacités du comité technique multisectoriel chargé de l'élaboration et du suivi des recommandations relatives à l'utilisation des bases de données nationales, le projet a fait l'objet aujourd'hui d'un atelier organisé à Tigint, relevant de la Mourada de Medardra, par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, en collaboration avec le bureau du commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le point avec Moussa Ndiaye. L'utilisation des bases de données nationales, suivi des recommandations, élaboration des rapports et autres aspects techniques du secteur des droits de l'homme en Mauritanie et ses partenaires internationaux. Cet atelier de Tigint dans la wilaya d'Itrarza vise à renforcer les capacités des acteurs concernés par tous les thèmes qui seront abordés au cours de cette rencontre décentralisée à l'intérieur du pays. Dans son discours, M. Rassoul Woulkhal, commissaire adjoint au commissariat des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, a dit que cet atelier de 4 jours permettra aux participants de comprendre les normes internationales des droits de l'homme et les engagements de la Mauritanie face à ces normes. Aussi a ajouté M. le commissaire que des exposés sur l'élaboration des rapports sont au programme de cet atelier technique. En matière de promotion et de protection des droits humains, les partenaires techniques du gouvernement mauritanien trouvent qu'un progrès remarquable a été constaté, mais il reste encore quelques aspects techniques, notamment le suivi des recommandations. L'organisation de cette activité vient répondre à l'évaluation des besoins prioritaires en termes d'appui technique, tels qu'identifiés par le mécanisme national à l'occasion des consultations bilatérales qui ont été menées à ce propos. Les travaux de cet atelier de formation seront focalisés d'une part sur l'utilisation de la base de données nationale de suivi des recommandations, notamment l'aspect technique relatif à cette base de données, et d'autre part sur le développement d'un projet de plan d'action de suivi des recommandations issues de l'un des organes de traité à l'occasion de l'interaction du gouvernement mauritanien, avec un focus particulier sur la méthodologie à adopter à ce propos, ainsi que sur le partage des bonnes pratiques et les défis rencontrés par le comité technique intersectoriel en la matière. Les élus locaux et plusieurs autres intervenants ont pris la parole pour apporter leurs commentaires aux exposés de cet atelier technique des droits de l'homme à Tigint, dans la wilaya d'Itrarza. Retour à Nouakchott pour parler du meeting organisé hier soir par des formations politiques et des forces vives du pays en solidarité avec le peuple palestinien et libanais sous le thème « Arrêter le génocide ». Le meeting a été l'occasion de faire la lumière sur les conditions difficiles auxquelles sont confrontés les Palestiniens et les Libanais suite à l'escalade militaire et les agressions incessantes de l'occupant sioniste. Les organisateurs ont déclaré que leur action entre dans le cadre de la série d'activités de solidarité visant à renforcer l'éveil national et international sur ce qui se passe en Palestine et au Liban, et afin d'insister sur la nécessité de sanctionner l'occupant sioniste pour ses crimes contre les civils. Les amis, compagnons et parents de feu Mohamed El Mustafa Ould Bedreddine lui ont rendu un vibrant hommage hier soir à l'occasion du 4e anniversaire de sa disparition sous le thème Bedreddine, le cri de l'opprimé. Les intervenants sont revenus sur le parcours politique du défunt et sa lutte pour la démocratie, les droits de l'homme ainsi que son attachement à l'unité et à la cohésion nationale.
Nous refermons ce journal par le lancement à Célibabi d'un atelier organisé sur les mesures proactives dans le domaine du changement climatique. L'atelier de 2 jours organisé par le Programme alimentaire mondial PAM vise à informer les différents acteurs sur cette nouvelle approche et à les impliquer dans toutes les étapes de la mise en œuvre du programme. C'est un compte-rendu de Yad Alifan. À Gouraï, des agriculteurs ont bénéficié de la mécanisation dans leur domaine. Les tracteurs ont pu être utilisés pour travailler des dizaines d'hectares cette saison. Ces engins ont été offerts par le conseil régional du Guidimara. Cette année, en 2024, depuis le mois de juin, nous avons travaillé sur les machines agricoles que l'État nous a envoyées. On a une première dotation de 7 tracteurs, plus un achat de 4 tracteurs. Ça veut dire que nous avons 11 tracteurs ici au Guidimara. C'est le conseil régional qui les pilote. C'est une mécanisation qui est la bienvenue ici dans cette région. Il faut savoir que nous sommes une région agricole. Les populations du Guidimara vivent principalement de l'agriculture. Donc ici au Guidimara, nous avons cette année pu déployer nos tracteurs agricoles. Et nous avons labouré en 1 mois et demi 900 hectares. 900 hectares. Et on a, sur ces 900 hectares, nous avons parcouru l'ensemble du Guidimara. La mécanisation de l'agriculture rentre dans le cadre de la modernisation du secteur lancé par les départements. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, reçu au palais présidentiel à Berlin par son homologue allemand. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, participe à Hambourg à un panel sur le thème « Mettre l'Afrique sur la voie de la prospérité » en partenariat avec l'IDA. Le Premier ministre reçoit le rapport de l'Observatoire national d'observation des élections. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, voici, c'est la fin de ce journal plutôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Charles.